Nous sommes ici à Moroni, la capitale de l'Union des Comores, un cadre idyllique qui est propice à cette discussion sur le développement du tourisme en préservant nos ressources naturelles et la biodiversité et aussi en permettant au secteur du tourisme d'avoir un effet levier sur la transformation de nos économies. Nous avons 3 experts aujourd'hui qui vont nous parler de cette question-là, notamment professeur Martin Dende, qui est le spécialiste de l'économie bleue à la Commission économique pour l'Afrique. Nous avons madame Carmen Niwigira, qui est coordinatrice de la plateforme pour le tourisme en Afrique de l'Est, et monsieur Imam Abdillah, qui est le point focal économie bleue pour l'Union des Comores. Suivez-nous pour cette discussion qui permettra de faire le tour de la question. Professeur Ndédé, merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Nous voulons parler du tourisme. On a parlé bien sûr des accélérateurs, des freins de la transformation structurelle en Afrique de l'Est. Et l'un de ces accélérateurs, de ces domaines et secteurs qui est porteur, c'est bien sûr le tourisme. Comment est-ce qu'on peut faire pour développer le tourisme dans notre région? D'abord, il faut être conscient que très peu de nos pays, à part peut-être les États de l'Afrique du Nord ou de l'Afrique australe, très peu d'États tiennent véritablement des statistiques sur le tourisme. Le tourisme existe déjà, qu'il s'agisse du tourisme ordinaire ou du tourisme balnéaire, il existe déjà avec des structures plus ou moins embryonnaires en fonction des pays, mais très peu de pays ont des statistiques sur le tourisme. Donc l'une des premières choses à avoir en esprit, c'est d'introduire le tourisme dans la planification du développement et de contrôler les statistiques et bien sûr maintenant de doter les pays des infrastructures nécessaires. Là, on pourra en parler longuement. Et bien sûr, vous parlez des infrastructures et de tout ce qui est nécessaire. Vous travaillez dans le domaine du tourisme et particulièrement en Afrique de l'Est. Selon vous, où est-ce qu'on a encore des faiblesses? Je crois que plutôt les faiblesses sont plutôt vers la tendance que nous avons vue. C'est que beaucoup de pays comme, je cite l'exemple du Kenya, de la Tanzanie, ils sont tous maintenant concentrés sur le marché classique, le marché occidental, les États-Unis, l'Europe. Et quand il y a des chocs économiques ou des tensions politiques ou économiques, comme on dit, vous savez très bien que ce soit la terreur d'Al-Shabaab, tout ça, là, on ne peut pas être résilient, on doit compter maintenant sur le secteur du tourisme, que ce soit à l'intérieur du pays ou régional. Donc il faut savoir qu'on ne peut pas continuer à compter sur un seul marché. Il faut diversifier les produits, il faut aussi mettre le produit accessible à plusieurs marchés. Là, je donne un exemple que c'était acceptable il y a quelques années de payer un safari au Kenya pendant 5-6 jours plus de $5 000. Maintenant, ce n'est plus le cas parce qu'il y a d'autres pays de l'Afrique qui font la concurrence. Donc, il faut voir comment diversifier nos produits, aller sur les marchés qui ne sont pas vraiment le marché classique et comme le professeur Dédé l'a très bien dit, il faut quantifier. Il faut vraiment mettre en place des mesures de calcul, savoir est-ce que c'est value for money, comme on dit en anglais. Est-ce que là où nous investissons, ça vaut la peine d'y aller? Donc c'est quelques défis que nous devons relever. Et bien sûr, les clients, entre guillemets, régionaux et nationaux éventuellement, sont différents de ces clients occidentaux. Quels sont ces nouveaux secteurs qu'il faudrait développer pour intéresser cette manne, entre guillemets, qui est locale? La réponse, elle est très simple. Je dis souvent que le profil burundaise, rwandaise, comorien ou camerounais, le profil africain n'a pas vraiment eu la place par rapport à la recherche. Nous savons très bien ce que le Français fait quand il vient en Afrique. Nous savons très bien comment l'Américain voyage ou l'argent qu'il a dans la poche. Nous avons fait toutes ces études. Alors que pour le moment, je ne sais pas vraiment si mon professeur vient dans mon pays, qu'est-ce qui l'intéresse. Je ne sais même pas combien de jours de vacances il a dans son pays. Et aussi, qu'est-ce qu'il a comme argent dans sa poche pour que je puisse l'intéresser. Donc là, il faut aller à la base. Il faut aller à la base pour faire vraiment des recherches, savoir si nous voulons cibler le marché africain. Il faut comprendre
qu'est-ce qui nous intéresse? Ce n'est pas nécessairement les parcs nationaux, parce que nous grandissons dans cet espace, nous les voyons, c'est tout autour de nous. Ce qui nous intéresse et ce qui nous amène en dehors de l'Afrique, c'est le shopping à Dubaï, c'est en Europe. C'est cette variété qu'il faut maintenant ramener à nos gouvernements de diversifier ces produits pour nous attirer, mais aussi communiquer. Communiquer parce qu'il y a un manque énorme sur la bonne communication et une bonne communication efficace. Nous avons l'honneur d'être accueillis ici à Moroni, aux Comores. Et bien sûr, c'est un paysage idyllique. Malheureusement, il semble que le développement du tourisme aux Comores, par rapport par exemple aux îles de Madagascar ou des Seychelles, ne s'est pas développé aussi rapidement. Quels ont été les freins qui ont empêché à cette merveilleuse île de se développer aussi rapidement au niveau du tourisme? En fait, il y a plusieurs raisons qui sont liées à ce constat. Mais comme vous le savez, je crois que seulement il y a une dizaine d'années, les Comores ont pu retrouver une stabilité. Mais par le passé, les Comores ont malheureusement été réputés pour des instabilités politiques et socio-économiques. Mais heureusement, il y a une dizaine d'années, nous avons pu retrouver cette stabilité. Et je pense que c'est un atout favorable au tourisme durable aux Comores. Il faut aussi relever le problème de la connectivité. Nous avons un problème de connectivité qui est assez énorme, à 3 niveaux. La connectivité aérienne, la connectivité maritime et la connectivité digitale. Donc, surtout pour la connectivité aérienne, il est inconcevable pour un touriste de la région de Maurice vous savez, Maurice Comores, c'est un vol d'oiseau de maximum 12 heures. Moi, il me faut souvent plus de 24 heures pour aller à Maurice. C'est inadmissible pour un touriste mauricien qui voudrait venir aux Comores. Donc, il faudrait relever ces défis-là. Et cela passe aussi par le développement des infrastructures, l'extension des aéroports et tout ça. Donc, il faudrait que les infrastructures puissent répondre aux normes internationales. Vous parlez bien sûr de la sécurité. Je pense que c'est une question qui est cruciale en Afrique particulièrement. On veut développer le tourisme, mais il y a souvent pas nécessairement de considération à est-ce que les clients potentiels auront envie de venir chez nous. Comment est-ce qu'on s'assure de créer un environnement qui est un environnement de sécurité dans lequel les touristes vont avoir envie de venir? Si vous me permettez, je voulais juste ajouter par rapport à ce qu'elle disait tout à l'heure, à savoir que lorsqu'on élabore une politique touristique, bien sûr, il faut tenir compte des besoins des clients. L'Afrique offre une grande diversité de ressources naturelles. Donc, beaucoup de nos touristes étrangers viennent en Afrique pour découvrir toutes ces merveilles de la nature. Mais il faut que, comme on le fait un peu, comme on nous le repose dans le domaine minier, il ne faut pas vendre de la matière brute. Il faut que nous apprenions à développer des politiques touristiques qui aillent au-delà de la nature brute. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une étude culturelle de tout ce qu'il y a autour des richesses africaines. Par exemple, des musées à côté des masques que nous vendons. Par exemple, une élaboration de l'histoire de l'Afrique qui rentre dans la connaissance du tourisme, n'est-ce pas? Les touristes qui viennent visiter l'Afrique ne connaissent pas forcément nos grands royaumes. On ignore que les mathématiques ont existé en Afrique, donc il faut peut-être que demain, en vendant notre tourisme traditionnel et naturel, nous puissions également introduire une dimension culturelle de plus en plus élevée, n'est-ce pas, du tourisme africain. C'est là où on ira un peu plus loin que ce que nous proposons aujourd'hui. Alors pour répondre à votre question concernant les questions sécuritaires, oui, évidemment, la sécurité est devenue aujourd'hui un élément essentiel de tout développement économique, je dirais même la sûreté, c'est-à-dire la lutte contre les actes criminels. Parce que le touriste qui voyage aujourd'hui à travers le monde, n'est-ce pas, peut redouter un accident, donc un problème de sécurité, mais surtout aujourd'hui, on redoute des attaques criminelles. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, l'Afrique doit faire beaucoup. Regardez l'océan Indien. L'océan Indien peine, d'une certaine manière, du fait des actes de piraterie qu'il y a eu sur les eaux de l'océan Indien et qui continue. Le golfe de Guinée aussi. Donc, la piraterie maritime peut gêner, par exemple, le développement de la croisière. Vous voyez? Donc, il nous faut effectivement des politiques touristiques qui intègrent pleinement l'aspect sécurité et sûreté.
On ne peut rien faire de ce côté-là. Je pense que vous pourriez avoir aussi à dire, et particulièrement dans le cadre de la communauté est-africaine, il y a de plus en plus cette montée de la menace terroriste. Quelles ont été peut-être les mesures ou les bonnes pratiques qui seraient intéressantes dont il faudrait parler dans la communauté est-africaine particulièrement? Je crois que le problème sécuritaire, c'est pas seulement un problème de l'Afrique de l'Est, c'est mondial. Je pense que si on regarde les autres destinations touristiques comme la France, qui a été récemment touchée par les terroristes, donc je pense que c'est devenu un problème mondial. Alors, qu'est-ce qu'il en est du tourisme en Afrique de l'Est? Nous avons connu le Kenya d'abord souffert et a beaucoup souffert, surtout avec ce qui se passait dans l'île de Lamu et aussi sur la côte Mombasa et aussi dans la ville de Nairobi. La Tanzanie, la même chose, l'Ouganda, des fois des coups ici et là. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que chaque fois que ces choses se passent comme ça, c'est la façon dont nous communiquons. La communication, elle est souvent soit trop tard ou elle vient pour juste travailler sur ce que j'appelle le superficiel. Le touriste, aujourd'hui, il a plusieurs choix. Si la communication n'est pas là pour être convaincante, il a d'autres destinations touristiques qu'il peut choisir. Donc c'est un choix. Je le dis souvent, le tourisme, c'est le seul secteur où c'est par la voie démocratique. Un touriste choisit d'aller où il veut. Il n'y a pas quelqu'un qui l'impose parce qu'après tout, c'est son argent, c'est son temps, il a fait ce choix. Deuxième chose que nous devons aussi tenir en compte, il faut que nous sachions comment est-ce qu'on peut éviter chaque année de tomber dans les mêmes erreurs. Parce qu'un acte terroriste, ça vient à n'importe quel moment. Il ne faut pas compter sur le même marché. Parce que si peut-être les États-Unis, l'Europe, quand quelque chose se passe chez nous, les ambassades envoient des lettres pour dire voilà, il faut se méfier d'aller ici et là, et les assurances n'assurent pas. Alors, il faut voir la stratégie. Est-ce qu'on va aller où pour vendre nos destinations? Et aussi, il faut comprendre qu'en Afrique de l'Est, maintenant, l'exemple du Kenya, le touriste qui occupe la plus grande partie de ces hôtels, ce sont des Kenyans qui souvent peut-être comprennent les nuances entre un terroriste qui est à Lamu et qui n'est pas à Nairobi par rapport à quelqu'un qui est aux États-Unis qui se dit c'est le Kenya, c'est partout. Et par rapport à nos voisins, que ce soit le Rwanda, le Burundi, la même chose, nous sommes tout prêts pour comprendre la proximité, nous rend peut-être un peu résilients par rapport à ces chocs. Troisième chose, je crois que sur le niveau sécuritaire, que ça soit, on l'a compris, Ebola était très proche des États-Unis par rapport à l'Afrique de l'Est, mais ça nous a tous affectés. Il faut que nous puissions, en tant qu'acteurs de ce secteur, et encourager nos gouvernements à comprendre que chaque fois qu'il y a une communication à passer, soyons solidaires. Soyons solidaires parce que le secteur du tourisme dans beaucoup de pays, c'est très très important, que ce soit le Kenya, le Rwanda, la contribution au PIB, c'est pas quand même quelque chose qu'il faut négliger. Donc c'est ce secteur, c'est cet aspect de communication et de changer de stratégie qu'il faut tenir en compte. Durant nos discussions ici, donc durant ce comité intergouvernemental d'experts, on a parlé bien sûr de l'importance de la transformation structurelle. Et pour avoir cette transformation structurelle, il faut passer de l'exportation de produits bruts ou de l'offre de produits bruts à des produits qui sont un peu plus finis, qui sont transformés, etc. Et vous l'avez rappelé bien sûr, c'est important aussi dans le secteur du tourisme. Il faut développer ces chaînes de valeur et s'assurer qu'on va plus loin. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour ça? Je commence à donner un exemple très clair. Je le dis souvent, la première chose quand j'arrive dans une destination partout dans le monde, je regarde l'impact économique du tourisme par rapport à mon petit déjeuner. Et pourquoi mon petit déjeuner? Je dis souvent quand j'arrive dans un pays et que le lait que je bois, le fromage que je consomme, le croissant que je mange, les œufs que je suis là, qu'on m'offre pour l'omelette le matin, que je ne retrouve pas plus de 70% de choses qui sont du pays, là je dis souvent que ça c'est un indicateur que ce secteur, peu importe ce qu'ils me disent dans la stratégie, elle est déjà faussée à la base. D'abord, l'indicateur, le premier, si on ne peut même pas avoir la femme qui a une petite business pour donner des œufs à un hôtel, quelqu'un qui peut donner du lait local, que toute
consommation en tant que touriste, même le petit déjeuner, peu importe que ça soit petit, il faut commencer par là. Le professeur l'a bien dit, beaucoup de nos produits sont à l'état brut. C'est vrai, nous sommes dans l'île, c'est merveilleux, les Comores et tout ça. Il y a beaucoup de choses que je crois qu'il faut aller de l'avant à produire un produit qui est consommable, mais qui est aussi compétitif sur le marché international. Nous sommes entourés par l'océan Indien, mais que je sois à Lamu, que je sois à Zanzibar, que je sois à Mombasa, c'est le même océan. Est-ce que je suis obligée de venir ici par rapport aux autres îles qui sont dans la sous-région? Donc il faut comprendre que la compétition va être définie par le produit fini. Et ce produit doit être consommé localement. Comme je vous l'ai dit, on commence par le petit déjeuner. On ne va pas aller très loin pour voir l'impact économique. Si 70% de ce que je vais consommer vient de l'extérieur, déjà on a un indicateur très, très important pour comprendre qu'on ne va pas vraiment atteindre la contribution de 10%, 20% au PIB, l'emploi, les gens qui sont employés pour résoudre les difficultés de la pauvreté. Donc, c'est ces petits exemples que je donne souvent. Oui, je m'inscris exactement dans la droite ligne de ce qu'elle vient de dire. On dit souvent que le tourisme, et les chiffres l'ont montré, hein, le tourisme est plus créateur d'emplois même que l'industrie de la pêche. Hein. Le tourisme, n'est-ce pas, si on développe le tourisme, on a une diversité d'activités économiques qui se développent immédiatement autour. Si on le fait dans les règles de l'art, il y a les produits d'agriculture, il y a l'artisanat, il y a l'emploi simple, n'est-ce pas? On aura besoin des femmes de ménage, des électriciens, etc. Il y aura le petit commerce, n'est-ce pas? Donc, le tourisme développe automatiquement, hein, par un effet mécanique et même magique, une multiplicité d'activités tout autour. Donc l'intelligence de ceux qui élaborent des politiques touristiques, c'est justement de songer à cela, d'inscrire ça dans ce développement, de cette transformation structurelle de nos économies. Donc je m'inscris parfaitement dans ce qu'elle vient de dire. Et bien sûr, vous avez parlé aussi de l'importance d'inscrire cela dans les stratégies. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est nécessaire. Parce que s'il n'y a pas, de motivateur au niveau de la politique, il n'y a pas nécessairement cette conscience qu'il faut créer des liens. Est-ce que vous pourriez je sais que vous avez une stratégie de tourisme et que vous avez à l'horizon à l'horizon 2030 pour le Comore émergent, vous avez cette politique et cette stratégie. Quels sont les éléments clés ou les éléments pratiques pour s'assurer qu'en fait le tourisme ait vraiment cet effet de levier escompté? En fait, l'actuel gouvernement a mis en place un plan d'investissement quinquennal. Et le tourisme prend une place assez importante dans ce plan. Et ça représente près de 24% du budget prévisionnel. Et ça inclut ce dont j'ai parlé tout à l'heure, le développement des infrastructures portuaires et aéroportuaires, et la construction des hôtels. Ce matin, on a parlé de la démolition du Galawa, qui était une référence, si vous voulez, sur le plan national. Et là, le plan quinquennal a prévu de rebâtir donc, le Galawa. Donc, c'est vous dire que le gouvernement a pris conscience de l'importance du tourisme dans le PIB. Et je pense que dans 5 ans, nous pourrons relancer le tourisme au niveau national. Vous avez posé une autre question, un défi qui est lié à la connectivité aérienne, digitale, mais aussi énergétique. Et bien sûr, ce sont des questions qui nous font nous demander si on développe juste le tourisme ou si on bâtit des hôtels, etc., mais qu'il y a ce genre de services autour qui sont nécessaires et qui ne sont pas disponibles, que faire? J'aimerais avoir l'expérience peut-être de la communauté est-africaine, particulièrement le cas du Rwanda, le cas du Kenya et ces pays qui ont réussi, disons, à mettre en avant ces éléments-là. Oui, je crois qu'il y a toujours moyen de partager les expériences, mais aussi des défis. On n'invente rien, tout est fait déjà. La connectivité, c'est très important parce que si pour quitter, vous avez bien dit, 2 heures de vos voisins, il vous faut que 24 heures. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de pays en Afrique où il faut aller d'abord en Europe et revenir sur l'Afrique, et que des fois on doit
payer autant. Je me rappelle qu'un jour, j'ai payé un billet d'avion pour aller dans un pays voisin du Burundi, mais que c'était peut-être le même prix de quitter l'Angleterre pour aller à Istanbul. Donc, il y a vraiment des défis que nous avons à relever. Donc, que ce soit au point de vue aérien, là, en Afrique de l'Est, quand même, les accords de Yamoussoukro sont plus avancés par rapport aux autres, mais aussi c'est parce qu'il y a des compagnies aériennes, que ce soit Rwandair, que ce soit Ethiopian, que ce soit Kenya Airways, qui sont basées et qui sont soutenues par l'État. Et des fois aussi, il faut dire que l'État doit intervenir pour connecter l'Afrique, pas seulement pour le tourisme, mais c'est aussi pour les affaires, c'est pour conduire nos économies à pousser plus loin. Deuxième chose, tout ce qui est technologie, je pense qu'on ne peut plus se passer. On peut plus se passer de cet aspect. On est connecté, que ce soit sur nos téléphones, l'Internet et aussi tout ce qui est mobile banking. Tout se fait maintenant par ce transfert. Mais pour le tourisme, pourquoi c'est très important? Il faut comprendre que le monde est devenu, nous les touristes, nous avons changé comment nous consommons nos destinations. On le fait sur nos smartphones. Tout se fait sur Twitter, tout se passe sur Facebook. On consomme une destination avant qu'on arrive à destination. Alors, si on n'est pas capable de se connecter et de connecter le monde à travers ça, c'est difficile. Dernière chose que je tiens aussi à dire, on n'est pas tous obligés par rapport... C'est vrai, vous êtes l'île. Chez nous, on constate que les gens voyagent par la route. C'est ouvrir nos frontières 24 heures. C'est accès au visa, parce qu'en tant qu'East African, je crois que Burundais, Rwandais, on n'a pas besoin de visa. On peut traverser nos frontières, mais on est allé loin de ça aussi en invitant ceux qui viennent nous voir à avoir un visa unique qui est maintenant $100 pour les 3 pays de l'Afrique de l'Est. Donc c'est vraiment trouver des solutions pour être connectés, parce que l'Afrique, quand même, nous devons l'admettre, il y a des soucis pour ceux qui sont au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Je crois qu'avec l'économie bleue, il faut aussi tenir en compte que ce soit nos rivières, nos océans, il faut se connecter, il faut qu'on arrive à un point A, B, C, D. Merci beaucoup. On va prendre une courte pause de quelques secondes et puis on sera de retour pour la conversation. Nous sommes de retour et on parlait bien sûr de la connectivité du continent et je pense que ça a écho à tout ce qui est fait au niveau des réformes de l'Union africaine, de comment est-ce qu'on crée d'abord une Afrique forte et résiliente avant de penser à l'étranger. On a parlé de développer le tourisme pour la consommation locale. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau des infrastructures surtout et au niveau des infrastructures régionales à mettre en place? Qu'est-ce qu'il manque pour qu'on ait ces liens entre des pays qui sont voisins finalement? Oui, la connectivité, c'est avant tout effectivement des infrastructures. Juste un petit clin d'œil à côté, disons dans d'autres régions de l'Afrique. Le Togo est en train de vouloir développer une politique touristique, balnéaire. Et ils sont les premiers à penser à capturer les navires de croisière qui viennent d'Afrique du Sud et qui partent en Europe. Seulement, ces gros navires de croisière sont obligés de mouiller sur des quais de marchandises. Vous comprenez que ça ne peut pas permettre le développement de la croisière. Donc la première chose à faire, c'est ce genre d'infrastructure, donc portuaire d'accueil, et immédiatement derrière, n'est-ce pas, la route, qui peut permettre de ne pas se limiter à la petite ville portuaire où on vient faire du tourisme, d'aller voir un peu ce qu'il y a derrière. Donc connectivité, oui, et connectivité également avec les autres modes de transport, l'aérien, n'est-ce pas? Si on peut venir par avion, on peut continuer après par route. Donc la connectivité est essentielle. Et ce que vous avez dit également sur la connectivité numérique est fondamental. De ce côté, nous, en économie bleue, nous pensons que le câblage du continent
est l'une des conditions nécessaires pour permettre le développement de toutes les activités, qu'il s'agisse de l'économie classique, du commerce ou du tourisme en particulier. Le touriste aujourd'hui a besoin d'être branché en permanence avec les siens, avec son bureau, etc. Donc, même s'il est en vacances, hein, c'est vrai, hein, c'est la génération smartphone et autres. Voilà. Donc, on est branché en permanence. Donc, ça, c'est effectivement des choses importantes. Alors, pour revenir à la dimension politique encouragée par la CEA et par l'Union africaine, les infrastructures sont devenues aujourd'hui effectivement l'une des choses essentielles. Et avec le Népal, il a été sélectionné 16 grands projets d'infrastructures pour permettre ce développement. Il y a dans ces projets le câblage, n'est-ce pas, du continent par la fibre optique, n'est-ce pas? Mais il y a aussi les grandes routes, les grandes autoroutes plutôt, de circulation qui feraient par exemple le tour. Vous savez qu'il y a des projets depuis l'Égypte dans tous les pays d'Afrique de l'Est ici. De la même façon, il y a des projets qui partent de l'Algérie pour contourner toute l'Afrique de l'Ouest et du centre. Donc on peut aller en autoroute de différentes capitales en longeant la mer, n'est-ce pas? Ça, c'est une très bonne chose. Mais aussi la connectivité aérienne, donc la construction des aéroports, ça fait partie des grands équipements qui peuvent permettre de développer le tourisme, sachant que le tourisme est lui-même un facteur de développement économique. Je me rappelle que l'ancien président de l'Union des Comores avait rappelé que bien sûr le développement de l'économie bleue dans les pays disons qui sont sur Terre et les pays insulaires est différente. Et bien sûr quand on parle des routes, des principales routes, c'est un peu difficile de rapprocher ou relier les Comores avec les autres pays. Quels sont ces besoins d'infrastructures qui sont particuliers aux pays insulaires? Je l'avais dit tantôt, donc avant tout c'est la connectivité aérienne. Donc il faudra développer les infrastructures aéroportuaires, portuaires, puisqu'on parle aussi du tourisme de croisière. Vous savez, il y a un projet au niveau de l'océan Indien, sous un projet qui s'appelle les îles Vanille. Et il y a un circuit qui se fait au niveau des pays membres de l'océan Indien. Le problème, c'est que ces bateaux-là ne mouillent pas aux Comores, parce que nous n'avons pas les infrastructures portuaires requises pour pouvoir accueillir ces bateaux-là, ces bateaux de croisière. Hier, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais ils sont passés là et puis voilà, ils sont se sont dirigés vers Madagascar, mais ils n'ont pas fait escale sur Moroni. Donc il faudra répondre à ces besoins-là très rapidement, sinon c'est vraiment une manne financière qui nous échappe. Alors que nous contribuons dans ce projet Île Vanille. Je pense que c'est une question clé, mais bien sûr, la question de l'infrastructure, je pense qu'on est revenu dessus et c'est un besoin, tout le monde est au courant. Une question qui vient beaucoup moins à l'esprit des gens, c'est aussi celle des services. À partir du moment où on a créé ces infrastructures, que les bateaux arrivent, est-ce qu'on a réellement tous les services dont les clients pourraient avoir besoin? Et ça, je pense que c'est une question qu'il faut. Quels sont les services, selon vous, qui permettent finalement de permettre à ce que ces touristes se sentent bien et se sentent accueillis, etc. Et qui, quelquefois, passent sous la trappe, entre guillemets, quand on réfléchit au tourisme? Souvent, les services d'accueil, c'est ce qui est classique. Il faut les nourrir, il faut les loger, il faut les bien accueillir. Mais de plus en plus, nous remarquons que l'investissement est toujours derrière ce que j'appelle l'investissement des choses qui demandent les infrastructures. Mais on oublie que derrière chaque service, il y a quelqu'un. Il y a une langue spéciale qu'il faut parler. Il faut des connaissances poussées. Je dis souvent qu'on regarde ce qui est devant, mais on oublie qu'il y a beaucoup qui sont derrière pour travailler. Dans un hôtel de 5 étoiles, les chefs doivent être formés. La personne qui est à la réception doit apprendre et avoir les techniques et aussi les expertises qui sont nécessaires pour un hôtel de 5 étoiles. Ça ne veut pas dire que la personne qui est là, on va juste l'amener de n'importe où. Pour l'amener là, il faut se préparer. Je dis que le secteur du tourisme, c'est parmi l'un des rares secteurs où on aura toujours besoin de quelqu'un local qui va aider à accueillir, à transmettre l'histoire. Ces musées dont nous parlons, c'est rarement qu'on va avoir les gens de l'extérieur qui vont faire ça. C'est nous,
les gens qui sont dans ce pays pour vraiment transmettre ce savoir. L'investissement dans tous les services. Il faut comprendre l'accueil, l'hébergement, les musées, l'art, l'artisanat, tout a un aspect humain. Quand les investisseurs viennent dans un pays, il faut toujours penser qui va travailler dans ce secteur. Renforcement des capacités, pas seulement une fois, mais continuel. Il faut encourager le ministère de l'Éducation à mettre dans leur curriculum à l'école pour faire l'enseignement du tourisme et de l'hôtellerie. Ça, c'est vraiment important. Quand une destination comme les îles Comores, il faut déjà commencer avant que même les bateaux de croisière arrivent. Est-ce que vous avez des Comoriens qui seront formés demain pour accueillir, pour travailler dans ces bateaux de croisière, pour offrir toute la chaîne de valeur, parce que les bateaux de croisière arrivent le matin et quittent le soir, mais il faut occuper ces gens pendant toute la journée. Il faut maintenant s'y préparer et voir ça dans votre politique. Dernière chose que souvent on oublie. On oublie de dire que le secteur du tourisme, à la fin de la journée, c'est un secteur de l'expérience. Et cette expérience fait la différence entre une destination à une autre. Les destinations qui sont maintenant sur le continent de l'Afrique, enfin presque tous, c'est la nature. C'est cet aspect que nous vendons. Mais nous savons très bien que les pays comme le Kenya, les pays comme l'Afrique du Sud, se sont plus marqués parce qu'ils ont cette culture de travailler dans ce secteur. Valoriser ce secteur, valoriser cette carrière. On n'y entre pas parce qu'on a échoué à l'école. C'est une carrière pour la vie. Donc il faut vraiment valoriser et aussi mettre les moyens pour y arriver. Et je sais que le renforcement des capacités dont vous parlez est un volet important de la CEA. Qu'est-ce que vous faites, et particulièrement en ce qui concerne les services en général, mais le tourisme en particulier, en ce qui concerne le renforcement des capacités justement? Elle disait tout à l'heure quelque chose qui est essentiel. Je dois dire que les services commencent aujourd'hui à l'ère qui est la nôtre. Ça commence avec le premier contact qu'on a avec le pays où on veut aller, donc le numérique. Quand je regarde sur Internet la destination où je veux aller et que ce n'est pas déjà attrayant, n'est-ce pas, il y a un problème déjà à ce niveau-là. J'irai là où on m'a présenté de très belles photos, de très belles perspectives, alors que peut-être au fond, c'est un peu moins beau. Bon, voilà. Donc, former, c'est aussi ça. À la première vitrine entre le consommateur, le futur consommateur et le pays de destination. Les services, c'est aussi le service des visas. Quand vous allez dans une ambassade et que vous trouvez que l'ambassade n'est pas présentable et que l'accueil est plutôt lamentable, je me rappelle le coût des visas. Et de ce côté, on peut féliciter vos pays d'avoir pensé à un visa unique. Hein. Bon, voilà. Il y a là déjà un problème, n'est-ce pas? Il faut former aussi à ce niveau. Former, c'est aussi penser au réseau bancaire, n'est-ce pas? Au réseau bancaire, etc. Et elle a évoqué tous les métiers qu'il y a autour et qui demandent une formation permanente. Alors, que fait la CEA? La CEA n'a pas un centre de formation spécifique dans le domaine du tourisme. Par contre, la CEA organise très régulièrement des dialogues politiques avec les États pour leur expliquer comment développer des politiques touristiques et intégrer une politique de renforcement de capacité dessus. Ceci dit, l'IDEP, qui est l'Institut du développement et de la planification qui est basé à Dakar, a déjà organisé des choses sur le tourisme et compte continuer de le faire. Nous-mêmes, ici, avec nos collègues du Bureau d'Afrique de l'Est, nous commençons actuellement à développer une politique touristique sur un certain nombre de pays. On est parti d'Ouganda, on va continuer. Et il n'est pas impossible qu'à terme, nous organisions avec une université, par exemple Makerere, un programme de développement touristique. On a été visiter l'université, on nous a accueillis. Donc on est en relation avec eux. C'est d'ailleurs le centre de Makerere qui fait les études statistiques sur le développement de notre projet touristique. Donc on est déjà câblé avec eux pour pouvoir penser à renforcer des capacités dans ce secteur-là. On parle de l'image qu'a le pays, à l'intérieur et bien sûr à l'extérieur, avant que les gens décident de venir. Et je pense que la diaspora, on l'a rappelé encore et encore, a un rôle pour promouvoir son pays, pour promouvoir sa culture. Bien sûr, la diaspora comorienne est l'une des plus importantes, en tout cas proportionnellement, sinon la plus importante proportionnellement en Afrique. Quel est le rôle, selon vous, que cette diaspora devrait jouer dans le développement du tourisme? Vous savez, comme l'a si bien dit le gouverneur de la Banque centrale, ce qu'apporte la diaspora sur le plan économique représente
plus d'une année du budget national. Donc, je me demande si on pouvait trouver un moyen de pouvoir canaliser cette manne d'argent qui rentre dans le pays pour pouvoir justement relever le défi du développement touristique. Pourquoi? Parce qu'on peut considérer déjà la diaspora comme étant la clientèle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on peut parler déjà de tourisme de proximité, tourisme interne, mais même si la diaspora vient de la France, mais imaginez un membre de la diaspora qui arrive, parce que la plupart de ces gens-là n'ont pas de maison aux Comores. Ce sont des gens qui ont construit des maisons en France et qui reviennent ici pour seulement 2-3 mois et repartent en France. Donc il faudra déjà penser à comment maximiser ce flux de la diaspora vers les Comores. Donc je pense qu'il faudra que l'État se dote dès maintenant d'une politique nationale pour la diaspora. Nous avons un commissariat général à la diaspora, mais je pense que beaucoup de choses, il y a encore du chemin à faire sur ce point-là. Je pense que vous vouliez intervenir sur cette question particulièrement. Je suis un peu inquiet. Je vais parler franchement. Je suis un peu inquiet de découvrir que dans ce pays, la diaspora est considérée comme une clientèle touristique. Non, ce n'est pas comme ça que ça peut se faire durablement. Oui. Vous savez, l'ancien roi Hassan II du Maroc, disait, vous pouvez donner 10 000 nationalités aux Marocains, ils seront toujours Marocains. Et la porte de la maison leur sera toujours ouverte. Je pense que la diaspora, si vous la considérez comme une clientèle touristique, ne jouera jamais pleinement son rôle. La diaspora doit devenir un acteur du tourisme, pas un client. La diaspora doit pouvoir tracter le tourisme de l'étranger pour le ramener au pays et non pas être considérée elle-même comme une clientèle. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que le pays, pas seulement le vôtre, c'est un problème général dans beaucoup de nos pays, hein, pas seulement le vôtre. Le pays doit donner les moyens à la diaspora de revenir. Je vais vous donner un ou deux exemples pour que vous compreniez rapidement. Pourquoi certains pays d'Afrique de l'Est, d'Afrique de l'Ouest, et l'Afrique du Nord réussissent avec leur diaspora? Je prends le Maroc, je prends l'Algérie, je prends la Tunisie, le Sénégal, le Mali. C'est parce que ces pays que je viens de citer ont toutes, et je voulais le dire hier à la réunion avec le président, mais je ne voulais pas, il y avait trop d'intervenants. Tous ces pays ont créé dans les ambassades un organisme bancaire auprès duquel la diaspora qui travaille peut faire de l'épargne. Ayant épargné, au bout d'un certain temps, on leur donne la possibilité de construire. Et vous ne pouvez pas sédentariser mieux quelqu'un. Quand il a la terre, quand il a une maison, vous voyez, il viendra, pas pour 2 jours, il viendra pour 2 mois et il reviendra à la retraite. Et ces gens-là qui ont la terre, qui ont une maison, qui peuvent donc venir avec leur famille, viendront aussi avec des amis. Et ils sauront aussi qu'ils ont des réseaux. Ah tiens, j'ai travaillé dans tel groupe international. Peut-être c'est le groupe qui pourra venir en tourisme chez vous. Donc je pense qu'un effort que beaucoup de nos États, pas seulement les Comores, mais beaucoup de nos États doivent faire, c'est d'imaginer cette possibilité de sédentariser leur diaspora en leur offrant les possibilités de crédit. Savez-vous comment la diaspora en France notamment fait pour construire en Afrique? La France ne donne pas de crédit immobilier aux gens qui vivent là-bas. C'est interdit. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des crédits automobiles. On négocie avec le banquier, il vous donne un crédit automobile assez cher et le taux d'intérêt également cher et vous venez commencer avec ça. Or, c'est pas ça qui peut... Ça ruine les gens. Donc, si un pays met une petite structure bancaire à l'ambassade, où on peut avoir un crédit convenable pour construire, les gens prendront le crédit et les gens enverront de l'argent. Ils n'enverront pas seulement des Western Union pour aider l'oncle, la tante ou le cousin, ou pour des mariages, comme on disait hier. Ils penseront à investir durablement. Vous voyez? Donc, c'est ce qui m'a un peu inquiété. Il faut changer cette politique, à mon avis. Il faut que les gens de la diaspora soient des partenaires entiers du développement, pas des clients.
Et c'est comme ça que ce sera durable. J'aimerais entendre votre avis sur cette question particulièrement. Comment est-ce qu'on capte l'attention et la capacité financière, technique de la diaspora? Je pense que quand on parle de la diaspora, on est en train de penser à la France, aux États-Unis ou ailleurs. Même, je crois qu'en Afrique, on est de la diaspora nous-mêmes. Parce que résident dans un pays comme l'Ouganda ou le Rwanda, mais vous n'êtes pas de là, quelque part, vous avez des intérêts chez vous. Le touriste le profil du touriste classique n'est plus vraiment praticable. Maintenant, on est devenus des citoyens du monde. En devenant citoyens du monde, souvent, on cherche à savoir où est-ce qu'on va trouver ce que nous cherchons, peut-être par rapport au travail et aux études des enfants. Mais comme il a bien dit le roi du Maroc, peu importe ce qu'on va vous donner, chez toi, ce sera toujours chez soi. Donc, il faut changer la mentalité, il faut vraiment penser dans le sens d'ouvrir nos frontières, rendre la vie facile pour que nous puissions rentrer investir, mais aussi être des acteurs clés dans le développement. Pourquoi je dis que c'est important? Parce que ce n'est pas seulement construire une maison, c'est vraiment être aussi intéressé à la politique, ce qui se passe chez nous, aux investissements qui se font. Voilà, construire une maison. C'est aussi être impliqué dans les décisions, que nous soyons tous aussi conscients que voilà, ce qui se passe chez nous, ça nous intéresse, ça pourrait avoir une implication par rapport à nos vies à la retraite. Parce que si le système de santé n'est pas bon, si le système bancaire n'est pas favorable aujourd'hui et que personne n'est là pour le faire, donc il faut penser dans cette logique. Mais revenir maintenant au tourisme, je dis, chaque fois que quelqu'un se déplace pour aller dans un autre pays, on devient quelque part votre ambassadeur. Donc les premières impressions comptent. La façon dont nous sommes accueillis compte. Et aussi, il faut que nous puissions avoir une plateforme pour partager nos expériences d'une façon constructive. En disant, voilà, nous avons aimé, nous avons visité, et qu'est-ce que nous pouvons amener de chez vous, chez nous, pour changer ou même améliorer. Donc, nous devenons tous des touristes, mais aussi des ambassadeurs, et qui vont aller transmettre le message. Et souvent, on le fait très vite maintenant parce qu'on est sur nos téléphones. Et puis avant même que l'information puisse passer même par les réseaux que nous connaissons, déjà le monde entier, nous savons où on est et qu'est-ce qu'on fait. Alors qu'on approche de la fin, j'aimerais qu'on parle un peu du secteur privé. Ces questions-là sont liées bien sûr au secteur privé en tant qu'acteur, mais en tant que possiblement un financeur du développement du tourisme. Comment est-ce qu'on capte leur attention et comment est-ce qu'on les engage pour que le secteur privé soit un acteur du tourisme, mais du tourisme durable surtout? Ma réponse est très simple parce que je dis souvent le gouvernement, le secteur public est là pour accompagner le secteur privé. Mais souvent, pour le secteur du tourisme, le secteur du tourisme est vraiment le poumon, c'est le secteur privé. C'est eux qui avancent les initiatives, mais il faut une stratégie, une politique et une vision qui facilite ce travail. J'ai eu l'opportunité de faire quelques pays en Afrique. Souvent, quand on regarde les stratégies, on a tous des stratégies bien écrites, bien formulées, tout est là dans les papiers, mais quand on est à l'exécution, là, ça fait la différence. Parce qu'il y a des pays où la vision de la politique du tourisme est vraiment, c'est au niveau politique le plus haut sommet. Et là, l'exécution, elle est très facile. Il y a d'autres pays, c'est bien écrit, mais à l'exécution, tout ne va pas très bien. Alors, pourquoi le secteur privé est très important? Le secteur privé est très important parce que ce secteur du tourisme a beaucoup d'interfaces. C'est le transport. C'est le commerce, c'est l'agriculture, c'est l'industrie, c'est la télécommunication, c'est l'énergie, c'est tout. Presque partout, on a des acteurs qui jouent un rôle pour que ce secteur puisse se développer. Mais l'État doit être là pour être un régulateur, pour mettre une politique de l'avant qui soit, je dirais, propice pour ce secteur pour avancer, pas pour mettre les freins, mais briser les barrières. Et le secteur du tourisme, pourquoi c'est important de comprendre le mariage? Je dis souvent, c'est le mariage, c'est pas même un partenariat, c'est un mariage. On doit régler ce problème. Dans le ménage, on doit savoir comment est-ce qu'on va se bousculer un tout petit peu, mais trouver une solution pour le bien de la famille. Dans les destinations comme les nôtres, en Afrique de l'Est, même aussi en Afrique, chaque pays qui veut vraiment avancer, il faut que ce mariage-là de l'État et du secteur privé
soient en harmonie. Un dernier mot peut-être du professeur à ce sujet-là. Oui, ce qui fait la beauté, le caractère prometteur du tourisme, c'est que c'est un foyer, une niche extraordinaire de création des petites et moyennes entreprises. Autant un grand hôtel comme celui-ci va demander beaucoup d'argent, autant il va générer autour de lui énormément de petites ou moyennes entreprises. Ça commence par la dame qui fournit les œufs de tout à l'heure, n'est-ce pas? Celle le pêcheur, le poisson de midi, le fleuriste. Oui. On n'a pas de fleuriste, on a les hôtels non fleuris. Le fleuriste. Mais on peut aller un peu plus loin, n'est-ce pas, avec le commerçant du coin qui va vendre un peu plus, etc., etc. Donc, y compris la maintenance, vous voyez, le froid, les masseuses. C'est toute une chaîne. Il y a une telle chaîne de petites et moyennes entreprises qui peuvent se développer au tourisme, y compris l'artisanat, n'est-ce pas? Bon, voilà. C'est tellement important que encourager le tourisme doit s'accompagner par une politique d'encouragement de ces petites et moyennes entreprises, y compris dans le crédit, l'accès au crédit. Comment favoriser les petites entreprises par le crédit, y compris également par la fiscalité. Vous écoutiez quelqu'un dire aujourd'hui, c'était le président de la commission de l'océan Indien, qui disait que dans son pays, la fiscalité est un peu trop rude à l'égard des sociétés. Donc une politique fiscale attrayante est aussi un élément important de la création, n'est-ce pas, des services. Donc ma conclusion, c'est un peu ça, par rapport à ce qu'on vient de dire, effectivement. Il faut une politique d'ensemble. Le tourisme, ce n'est pas un point, c'est une politique d'ensemble qui balaye beaucoup. Et s'agissant en particulier de l'économie bleue aujourd'hui, c'est un tourisme qui peut être très porteur parce que c'est un tourisme qui nous projette vers le large, n'est-ce pas? On ouvre d'autres horizons, n'est-ce pas? Et c'est vraiment une politique à développer. Madame évoquait tout à l'heure avec juste raison, elle a évoqué un mot qui m'a beaucoup plu, solidarité. Pas plus tard qu'hier, à la grande conférence de l'Organisation mondiale du tourisme, plusieurs ministres de la région ont envoyé un communiqué commun s'agissant de la peste à Madagascar. Ils ont expliqué la stratégie que tous les États ont mise en place pour lutter contre la peste. Vous voyez qu'elle est pour l'instant limitée à Madagascar, mais c'est devenu une préoccupation régionale, sachant que ça peut avoir des conséquences. C'est comme ça qu'on peut construire également des vraies politiques économiques au niveau des régions qui dépassent nos frontières nationales. Tout seul, on ne peut pas tenir durablement. Merci beaucoup et je vais donner bien sûr le mot de la fin à notre hôte. Qu'est-ce que vous pensez ou à quoi ressemblera le secteur du tourisme à l'horizon 2030 aux Comores? Et surtout, quels sont les atouts que je vous donne l'opportunité là de nous vendre l'Union des Comores. Quels sont les atouts en quelques mots des Comores et qu'est-ce que vous voulez atteindre à l'horizon 2030? Je vais peut-être vous partager le programme d'investissement quinquennal parce que ça pourrait aussi vous donner une idée de ce que le gouvernement compte faire d'ici l'horizon 2030. Mais vous savez, il y a 6 mois, dans ce pays, sur 24 heures, nous avions seulement 2 heures d'énergie, d'électricité. Seulement 2 heures. Donc, 6 mois après, je ne sais pas pourquoi pendant ces 2 jours d'atelier, il y a eu ces problèmes-là, mais ça fait 6 mois, nous avons de l'énergie 24 heures sur 24. 24 sur 24. Donc, c'est déjà un atout. Deuxième atout, c'est que cette année 2017-2018 a été déclarée par le gouvernement année des infrastructures routières. Donc, il y a déjà des chantiers qui sont en cours. Et donc, la Grande Comore et Moroni-Morélie sont en chantier pour les réseaux routiers. Et 2019 sera l'année des infrastructures hospitalières. Donc, vous savez, pour les Comoriens, la plupart des patients sont acheminés vers Madagascar et surtout vers Maurice. Donc, je vous laisse imaginer un peu l'économie des Comores qui va vers Madagascar et l'île Maurice. Donc, si vous voulez, le plan de l'émergence à l'horizon 2030 a pu cibler les différents points saillants du développement économique du pays. Donc, je vais peut-être vous partager ce document et vous dire que les Comores, c'est étymologiquement, le mot vient de l'arabe Juzr al-Qamar, qui veut dire les îles de la Lune. Donc,
que nous ayons de l'électricité ou pas, ça reste un paradis terrestre et vous pouvez toujours être les bienvenus avec ou sans énergie. Et c'était le mot de la fin. Merci beaucoup à vous tous pour vos lumières sur ce sujet et à très bientôt peut-être à Moroni et merci à vous.